Allez, cette question à présent, l'Amérique peut-elle éviter la récession? Bonjour Wilfried. Bonjour David, belle question. Wilfried Galland pour Mon Pensée Finance. Non, c'est une super question, enfin une super question, on ne le souhaite pas, mais j'ai envie de dire, cette contraction de l'activité outre-Atlantique, ça fait des mois, voire des trimestres qu'on en parle, et pour autant, si certains la prophétisent, on ne la voit pas venir. Et est-ce qu'aujourd'hui c'est différent avec ce qu'on a vécu depuis 15 jours, à savoir cette crise des banques régionales outre-Atlantique aux États-Unis? C'est vrai qu'on voit quand même un grand changement d'ambiance. Je vois que la banque américaine Goldman Sachs, par exemple, avait réduit ses probabilités de récession aux États-Unis. Ils font des scénarios comme toutes les grandes banques américaines. Ils étaient passés de 25% à 15% de probabilité. Une sur 7, on va dire, c'est pas énorme. Ils ont remonté progressivement à 25% et la semaine dernière, ils sont passés à 35% de probabilité d'une récession américaine d'ici la fin de l'année. 35%, c'est quand même une chance sur 3. Ce n'est pas leur scénario central, mais ça reste très important. Qu'est-ce qui a changé depuis 15 jours? Ce qui a changé, c'est qu'on a des doutes sur la capacité du système bancaire américain à continuer à alimenter le système de crédit. Voilà, de façon à continuer à prêter aux ménages, aux entreprises. Exactement. Pourquoi? Parce que dans le système bancaire américain, qu'est-ce qui est fragilisé? Ce sont les banques régionales. Donc les banques régionales sont les banques qui, en gros, ont moins de 200 milliards de dollars d'actifs. Ce sont quand même des banques importantes. Mais ce sont des banques qui ont une partie très importante de leur activité dédiée justement au crédit. De façon très générale, il y a beaucoup de chiffres qui ont circulé, mais de façon très générale, en 2010, ces banques régionales, c'est à peu près 28% du crédit aux États-Unis. Tout crédit confondu. Maintenant, c'est la moitié maintenant, non? Et aujourd'hui, c'est 38%. Ouais. Là aussi, tout crédit confondu. Et effectivement, sur les crédits très particuliers comme les crédits à l'immobilier commercial, on en parle beaucoup, là, c'est quasiment 80%. Sur les crédits... L'immobilier commercial, ça veut dire quoi? C'est quoi ce qu'on parle là? L'immobilier commercial, c'est par exemple toute la partie commerce, entrepôt, tout ce qui concerne l'activité commerciale du pays dédiée aux échanges de biens et de services. Ça peut être des entrepôts, ça peut être des biens, ça peut être des éléments qui sont à destination directement du public. Mais on voit que des malls, bien sûr, et on voit que ce segment-là de marché est particulièrement fragilisé. Et on a comme crainte le fait que ça accélère une tendance, parce que on peut dire, bon, il y a eu un choc, mais on est en train, effectivement, on voit sur le marché, on est en train de l'absorber, ce choc-là. Mais quand on regarde, par exemple, les chiffres de crédit aux États-Unis, ce qu'on voit, c'est que dès le dernier trimestre de cette année, on avait une contraction du crédit qui commençait à être assez nette, en particulier sur les segments où les banques régionales sont très importantes. Et le risque procyclique, c'est-à-dire que ça rajoute, encore une fois, ça resserre, ça fasse ralentir encore plus la distribution de crédit. Exactement. À un moment donné où on se dit, on a quand même un impact qui commence à être très, très sensible, des hausses de taux les plus rapides de l'histoire aux États-Unis, ça peut effectivement générer un stress supplémentaire sur une activité qui n'en avait pas besoin. Je rappelle que dans les prévisions, l'économie américaine, normalement cette année, c'est entre 1 et 1,5% de croissance. Si vous en enlevez ne serait-ce que 0,6, 0,7, 0,8, ça commence à tangenter la récession. Bon, et en même temps, donc, il y a ce risque-là, le risque que les banques prêtent moins et donc resserrent le crédit et donc la croissance, l'activité soit moins soutenue, qu'elle tangue et qu'elle aille vers la récession. Après, quand on regarde les données, notamment de l'emploi, ça reste effectivement très très solide aux États-Unis. C'est un soutien qui est fort, mais là aussi, les dernières tendances, quand on les regarde de façon fine, sont pas extraordinairement optimistes. On en avait parlé déjà sur ce plateau. Quand on regarde par exemple l'emploi intérimaire aux États-Unis, on est déjà en contraction de l'emploi intérimaire aux États-Unis depuis 2 mois. Donc ça veut dire que cet indicateur, qui est normalement un indicateur avancé du dynamisme de l'emploi, est en train de baisser. On voit aussi que sur des segments... Alors, il y a des segments qui sont très forts aux États-Unis en ce moment, qui sont très très dynamiques, tout ce qui est hôtellerie, restauration, ça embauche à tour de bras. Mais en revanche, des segments qui sont très importants pour la croissance, parce que ce sont des personnels qui sont normalement un peu mieux payés que la moyenne, des segments comme l'informatique, des segments comme la finance. L'informatique, c'est à peu près 3 millions d'emplois aux États-Unis, et la finance, c'est en gros 10 millions d'emplois, entre 9 et 10 millions d'emplois aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a à peu près 100 millions d'emplois. Donc voilà. Donc, ils sont déjà en contraction et ça devrait s'accélérer. On a pas mal de plans de licenciement qui ont été annoncés et on commence à voir dans les chiffres que sur ces segments-là, ça commence à baisser. Donc là aussi, le moteur consommation américain, il existe toujours, mais il est en train de ralentir. Et donc, et les chiffres côté consommation, pour le coup, côté vente de détail, ça donne quoi? Là aussi, les ventes de détail, ça reste dynamique, mais on a une inflexion, on est en train... depuis un mois, tac, on voit qu'on est en train de baisser, on voit que les surprises sont aussi négatives. Donc,
la probabilité de récession est en train d'augmenter. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire, ça ne veut pas dire qu'on y va tout droit, mais ça veut dire que les risques sont en train de monter et donc il va falloir faire très attention pour éviter cette récession. Et pour éviter cette récession, ce scénario noir, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Quelle transition, David? Eh bien, exactement. Vous n'y croyez pas d'ailleurs, vous, au passage, cette récession? Récession, on parle de baisse de l'activité sur 2 trimestres. Ce n'est pas une récession sur l'ensemble de l'année. Je n'y crois pas parce que je pense que les banques centrales, en partie de la Banque centrale américaine, saura, on en parle beaucoup dans l'actualité française, mais saura se mettre en pause. Saura effectivement être, comme elle a été à la manœuvre, pour sauver le système des banques régionales en mettant très très vite à disposition des robinets de liquidité qui ont quand même annulé 50% de la baisse du bilan qu'il y a eu depuis 8 mois, donc ça a quand même été extraordinairement violent. Elle saura, à un moment donné, se mettre là aussi en mode examen de ce qui est en train de se passer dans l'économie américaine. Ce qu'on est en train de voir, pour ne pas en faire trop, c'est la conséquence d'une politique monétaire extraordinairement puissante et déterminée pour combattre une inflation qui, on le sait, est vraiment en train de baisser. On a tous les indicateurs avancés et maintenant les indicateurs retard. On est toujours à 6,5 sur l'inflation. Les indicateurs retard, effectivement, vous mentionnez le magnifique indicateur retard que tout le monde regarde. La seule partie qui continue encore à progresser à l'intérieur de cet indicateur, c'est la partie logement, qui est la plus en retard de tous les indicateurs retard. Donc la puissance du processus des inflationnistes, il est très très clair aux États-Unis. La question, c'est est-ce qu'on accepte d'être à 3% d'inflation à la fin de l'année et donc de laisser le processus se dérouler. Les 3/4 des économistes américains attendent une infltion supérieure à 4% d'ici la fin de l'année. Absolument. Ça veut dire que la plupart se trompent donc, mais oui. bon, voilà, sur 217 économistes quand même. Non, tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que là aussi, les présidents des économistes, c'est un bon effet retard. C'est un peu comme les analystes. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tout ce qui est en train de se passer et vous prolongez en fait les courbes. En revanche, quand vous regardez ce qui est véritablement les indicateurs les plus avancés de l'économie américaine, si je prends par exemple le logement, on parlait de cet indicateur retard. Quand vous regardez les données par exemple de Zillow ou de Shelter, qui sont les 2 sites les plus importants d'immobilier américain, les loyers demandés sont en train de plonger depuis 6 mois. Alors c'est vrai que sur 1 an, on a encore une progression des loyers. Mais depuis 6 mois, les loyers demandés sont en train de plonger. Donc cette composante-là va baisser de façon forte. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un rattrapage des salaires. On a une crainte aux États-Unis là-dessus, mais un rattrapage des bas salaires. On ne peut pas dire que ce soit un véritable problème aux États-Unis d'avoir des bas salaires qui progressent. Bien sûr. Sur les indicateurs, on finit là-dessus, sur les indicateurs avancés qui pointent vers une récession plus sévère que ce qu'on imagine. Il y a quoi aujourd'hui? Dans les indicateurs avancés qui sont un petit peu inquiétants, on a des stocks qui sont en train de monter. On a aussi quand même la partie manufacturière. Toute la partie manufacturière américaine, on voit qu'elle est en train de s'écarter de la partie des services, qui normalement est un peu plus retardée aussi, mais qui reste très dynamique. Mais la partie manufacturière, on voit qu'elle est entrée en récession, cette économie américaine manufacturière. Quand on regarde par exemple les indicateurs des fêtes régionales, l'indicateurs de la fête de Dallas ou de la fête de Virginie, qui sont tombés cette semaine, on voit qu'ils sont en territoire extrêmement négatif. Donc ça veut véritablement dire que l'industrie américaine souffre. Cet indicateur-là, c'est un indicateur avancé, et donc ça fait partie des choses que je suis sûr la Réserve fédérale est en train de regarder. Et qui ne prend pas en compte ce qui s'est passé sur les banques régionales. Et bien sûr. Là, on est véritablement... Sur les banques régionales, la contraction de crédit, on vient de parler de la contraction de crédit qui commençait à avoir lieu, la contraction de crédit sur les 15 derniers jours, c'est Apollo Management qui l'a calculé, c'est une très grande société d'asset management aux États-Unis. C'est l'équivalent d'une hausse de taux supplémentaire de 150 points de base de la Réserve fédérale américaine. Donc c'est extraordinairement violent en termes de contraction, ce qui s'est passé sur les 15 derniers jours. On va voir ce qui va se passer sur les 2 prochains mois. Mais on voit que d'un seul coup, l'activité de crédit s'est mise en pause sur une grande partie du système bancaire américain. C'est tout à fait normal parce qu'il faut... là aussi, retrouver de la marge de manœuvre bilantaire, mais ça veut dire aussi qu'on a un moteur, et ce moteur-là, il alimente aussi la partie industrielle. Pourquoi est-ce qu'on a une récession industrielle aux États-Unis? C'est parce qu'on commence à voir aussi une contraction du crédit, y compris à destination des entreprises industrielles, des entreprises commerciales. Ça, c'est véritablement à surveiller, parce que quand le crédit s'arrête, alors c'est très favorable pour l'inflation, ça veut dire que c'est aussi négatif pour l'activité. Il faut trouver le bon équilibre. Et l'équilibre, il n'est jamais facile à trouver entre des indicateurs avancés qui sont quand même en train de tomber un peu et les indicateurs avancés d'inflation qui tombent aussi. Il ne faudrait pas
chasser la proie pour l'ombre. Voilà, donc la question, l'Amérique peut-elle éviter la récession? C'est encore possible. Même si on y va un peu. Mais si on ne fait rien, on risque effectivement d'y tomber, mais peut-être sous les bravos de certains banquiers centraux qui seront très contents d'avoir enfin leur inflation à 2%. Mais je pense qu'on aura un autre problème dans ce cas-là. Voilà, et on baissera les taux, etc. Et on repartira sur et on dira, oh là là, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Comme ça n'a jamais la baisse, les taux négatifs et les injections de liquidités, ça n'a pas nécessairement servi pour contrer la déflation. Pour contrer la déflation, ce qu'il a fallu faire, c'est une immense relance de 30% du PIB aux États-Unis au moment de la pandémie. Mais avant, ça ne marchait pas. Donc quand on entend les banquiers centraux dire c'est bon, on a tous les outils, si jamais on resserre trop la vis, on a vu que les outils n'étaient pas non plus extraordinairement efficaces. Donc attention à ne pas aller trop loin. On sait comment casser un processus inflationniste. On ne sait pas, sauf à mettre 30% du PIB sur la table. Financé par la Fed, pardon. Financé par la Fed, exactement. On ne sait pas comment casser un processus déflationniste. C'est le prochain épisode, la prochaine saison de l'histoire. On n'en est pas encore là. Merci beaucoup. Point de vue signé Wilfried Galland. Merci beaucoup, pour Pensée Finance. Salut. Salut.